Bonsoir tout le monde. Donc on se retrouve pour une soirée de stream interview avec deux interviews qui vont s'enchaîner dans la soirée de 1 heure chacune. Et du coup là cette première interview va être sur le sujet de la Scientific Game Jam avec Adrien Nouriz qui du coup est chercheur au CNES, développeur indépendant et qui a été organisateur de la Scientific Game Jam à Toulouse cette année. Julia Cohen, qui est chercheuse au CNES et qui a fait la Scientific Game Jam en tant que chercheuse, du coup. Et Emilien Vilaine, qui est connu sous le nom de d'Auro sur Twitch, qui est développeur slash game designer et qui a fait également la Scientific Game Jam en tant que participant. Et cette interview, ça va être l'occasion de revenir sur la Scientific Game Jam. Déjà, parler un peu de qu'est-ce que c'est la Scientific Game Jam, enfin on va vite fait la présenter au début, euh, brièvement. Et aussi développer pas mal sur les thématiques qu'il y a autour de la Scientific Game Jam, notamment de la vulgarisation scientifique. Et donc c'est pour ça que là ça va être intéressant avec euh, d'avoir à la fois le point de vue côté recherche et côté développeur. Donc je pense peut-être d'abord faire un petit tour de table pour plus vous présenter chacun mieux. Je sais pas qui commence. Honneur à Julia. Ouais, merci. Je m'appelle Julia, je suis effectivement en post-doctorat au CNES et je travaille sur des problématiques d'intelligence artificielle pour le traitement d'images et en particulier appliquées aux images satellites. Voilà. Je vais continuer sur la Ouais. lancée. Donc bonjour à tous, moi c'est Adrien. Alors, effectivement, comme a dit Axel, je suis chercheur au CNES. Mes thématiques sont très proches de celles de Julien, parce que pour tout vous dire, on travaille, on travaille sur des sujets similaires. Donc Et sur le intelligence même projet. artificielle, sur le même projet d'ailleurs. Donc thématique intelligence artificielle portée au spatial, hein. Moi, j'ai une spécialisation embarquée. À côté, je traite aussi des sujets de tout ce qui est l'intelligence artificielle pour le handicap. Et je suis aussi effectivement développeur indépendant, où j'ai cofondé mon studio Low-Tech Production avec un très cher ami à moi qui s'appelle Ronan Ponce, qui est docteur en droit. Et bon, l'objectif grossier de ce studio, ce serait de faire de la recherche par le jeu vidéo. Voilà, ça c'est un objectif qui est somme toute louable, mais le temps malheureusement nous manque. Mais voilà, ça c'est dans les cartons. On a déjà sorti quelques petits projets, mais voilà un peu ma personne. Bonjour, Aoro, développeur multifacette, on va dire. J'ai commencé récemment à faire pour de vrai du dev sur Unity donc en game designer, développeur, etc. pour faire un projet perso qui avance petit à petit. Et ayant fait pas mal de game jam, dont celle d'il y a 2 ans, avec, alors pas dans la même équipe, mais j'étais effectivement, j'ai rencontré Adrien là-bas. Et donc quand j'ai vu que c'est lui qui s'en occupait et qui a proposé de participer pour la nouvelle de cette année, je me suis jeté sur l'occasion, bien évidemment. Donc voilà, j'espère pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice et la construction de ce dont nous discuterons ce soir. Voilà. Mais du coup, la Scientific Game Jam, comme le nom l'indique, c'est une game jam. Game Jam, je rappelle, c'est un événement pendant lequel on crée des jeux vidéo sur une durée limitée. Alors, souvent c'est un week-end, mais ça peut être moins comme plus long, enfin ça peut être plus court ou plus long aussi bien. Mais et où généralement il y a un thème autour duquel on va créer en fait, qui va servir de base pour créer un jeu derrière autour de ce thème. Et la Scientific Game Jam, c'est une game jam qui est plutôt particulière, qui est organisée un peu partout en France depuis quelques années, depuis pas mal d'années maintenant. Je sais plus la date, enfin je sais plus la data en tête, mais je sais pas si Adrien tu l'as, mais
Non, mais je À crois que force, ça ça fait, fait, ça fait un certain nombre d'années maintenant. C'est oui, vrai que ça fait ça a au commencé moins. à Lyon et par l'association La Science entre en jeu, et c'est vrai que maintenant ça commence à bien s'implanter. Voilà. Et du coup, c'est une game jam qui est assez particulière parce que, bah, je pense peut-être Adrien, tu peux vas peut-être mieux le présenter que moi, mais un peu sur les particularités de la jam, parce que c'est une jam qui met bah, la science et bah, au centre en fait de la jam. Ouais, exactement, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, là, pour le coup, c'est quelque chose qui me tient vraiment, enfin, qui me tient à cœur, hein, puisque en tant que chercheur et développeur indépendant, c'est une jam qui va fusionner ces deux mondes-là. C'est-à-dire que voilà, le thème qui est classiquement, voilà, peut être un thème, souvent ça va être un mot, peut-être une mécanique, quelque chose comme ça. Cette fois, ça a été un thème qui va être apporté par un chercheur. Alors nous, on a fait le choix aussi de mettre en priorité des jeunes chercheurs. Et chaque équipe va venir travailler, discuter et transformer finalement un sujet de recherche très concret qui existe, hein, vraiment avec des vraies problématiques, du coup, en jeu vidéo. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que moi je trouve que c'est vraiment la fusion de deux mondes qui n'ont pas forcément l'habitude de se côtoyer. Et les interactions, moi j'ai participé du coup de plusieurs fois en tant que scientifique et en tant aussi que participant côté dev et sound design. Et c'est vraiment quelque chose qui est très précieux, très intéressant, que ce soit côté scientifique où on est obligé de changer le vocabulaire qu'on utilise, hein, puisque là on est un peu obligé de retranscrire son sujet sans partir dans le technique. Donc c'est très intéressant, ça permet vraiment de sortir un peu la tête du guidon, ce qui est un peu le problème aussi de beaucoup de jeunes chercheurs. Et côté développeur, voilà, c'est aussi répondre à la question, qu'est-ce que la recherche, qu'est-ce qu'on fait réellement, concrètement comment ça se passe. Et on essaie un peu de montrer que les chercheurs, parfois, on ne fait pas que chercher, on peut trouver aussi. Mais voilà, ça permet voilà, de faire interagir ces deux univers-là, et ce qui donne toujours des choses très intéressantes. C'est vrai que bah, comme tu le dis, il y a bah, tout un sujet de vulgarisation en fait via bah, cette jam qui est de bah, rendre accessible quelque part le travail des chercheurs qui va être bah, une thèse en général c'est quelque chose de très technique et de très lourd quoi, enfin, on va dire pour quelqu'un qui n'est pas du on va dire qui n'est pas du milieu enfin qui n'est pas du domaine concerné et tout l'intérêt de la vulgarisation est de permettre de rendre compréhensible bah, ces sujets et un peu bah, qu'est-ce que ça permet de faire, quels problèmes ça peut résoudre, enfin. Euh, et oui, et oui, la, c'est vrai que bah, ces deux mondes, la recherche et le jeu vidéo, qui en règle générale bah, se mélangent assez peu. Et Complètement. du coup, c'est souvent ben, pour les chercheurs qui participent à Global Game, enfin la Scientific Game Jam, c'est la première fois que bah, à part de rares exceptions comme toi Adrien qui bah, cette double casquette de chercheur et développeur à côté, bah, c'est la première fois en fait que les chercheurs bah, se retrouvent confrontés à des problématiques bah, de, de développement de jeu. Ouais, bah oui, c'est assez Voilà. rare, hein, que ces Et deux mondes s'interagissent, hein. toi Julia, c'était bah, donc ta première expérience en fait avec une jam. Oui, exactement, oui. Du coup, comment enfin, qu'est-ce que ça fait un peu de découvrir cet univers qui est la création de jeux vidéo et aussi de un peu les challenges de bah, s'intégrer dans une équipe qui bah, en fait qui va faire bah, un jeu sur ta thèse du coup. Bah déjà, bon, c'était super intéressant et c'est vraiment bien comme expérience parce qu'effectivement, on est confronté à un public qui est pas du tout le même que d'habitude. Quand on partage nos travaux scientifiques à une communauté d'autres scientifiques du même domaine, ça n'a rien à voir avec vulgariser nos travaux au grand public. Après, sur l'expérience de la Game Jam, moi, ça m'a beaucoup rappelé plein de petites expériences que j'ai pu avoir avant, parce que j'ai fait de la compétition de robotique en école d'ingé. Donc, pareil, j'avais une équipe, on avait un an pour développer des choses.
Et du coup, j'ai retrouvé cette émulation de l'équipe et de la collaboration, et c'est vraiment sympa, et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en recherche. On n'a pas une petite équipe avec des compétences variées et un même objectif. On est un petit peu tout seul à développer notre truc dans notre coin parfois. Donc il y a ça qui était super intéressant. Et puis ensuite, effectivement, au niveau scientifique, il faut réussir à présenter son sujet, à l'expliquer de la bonne façon. Il faut réussir à ne pas trop rentrer dans les détails techniques, leur donner envie aussi de leur donner des idées sur le sujet. Puisque si on leur présente la partie mathématique et ennuyeuse et barbante du sujet qui peut exister, je pense, dans tous les sujets, ça va pas leur donner envie, ça va pas leur donner d'idées pour créer le jeu vidéo. Donc il faut arriver à montrer le sujet sous un bon angle aussi. Et puis à la fin, j'étais vraiment impressionnée par ce qu'ils ont produit, parce qu'ils ont vraiment pris le concept technique au cœur de mes travaux, et ils ont réussi à retranscrire ça graphiquement dans le jeu vidéo. Et ça rend vraiment super bien. Et du coup, Emilien, toi, côté participant, c'est la seconde fois que tu fais la Scientific Game Jam. Je crois les 2 fois peut-être juste cette fois-là en game designer et peut-être l'autre en programmeur, je crois. Tout à fait. Euh, et qu'est-ce que tu trouves, on va dire, d'intéressant dans le fait de cette jam, un peu des particularités de cette jam, de devoir s'adapter à la thèse d'un ou d'une doctorante. Pour le coup, c'est vrai que je trouve ça bien, parce que notamment, on en parlait un petit peu dans le live juste avant de la Ludum Dare qui arrive avec les différents sujets. Là, la Scientific Game Jam, on a un sujet donné, enfin des sujets qui sont donnés au tout début, et qui sont extrêmement concrets, qui représentent vraiment des études qui sont en train d'être faites, des sujets on ne peut plus concrets, du coup. Et c'est toujours intéressant de voir tous ces domaines ou scientifiques qui sont quand même assez poussés, mine de rien, pour chacun d'entre eux. Ça touche des points très précis de différents domaines, pour les satellites, pour la psychologie ou d'autres. Voilà, il y en a plein. Et à chaque fois, je trouve ça très intéressant de voir comment rendre hommage, entre guillemets, aux doctorants, comment essayer de transmettre. Déjà, eux, il faut qu'ils arrivent à nous transmettre à nous ce qu'ils aimeraient faire ressortir de ce sur quoi ils travaillent. Et ensuite, nous, pour réussir à retraduire ça, pour le transmettre encore plus simplement à des joueurs qui peuvent venir de tout âge. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de mettre en avant. Généralement, avec l'équipe, c'est ce qu'on met en avant. Donc, ouais, je trouve cet aspect-là est vraiment intéressant, contrairement aux autres jams où, entre guillemets, on est plus. Tu me dis si je te dérange. On est plus sur le côté technique de la jam et organisation de projet. Là, il y a vraiment le fond est beaucoup plus important, contrairement à la forme, je trouve. Même pour les 2 se valent, mais voilà. Mais moi, j'aimerais bien rebondir sur juste ce qu'a dit Julia et un peu ce que tu dis aussi, Emilien. C'est vraiment le côté donner envie. Je trouve ça vraiment super important, parce qu'en fait, vulgariser, au-delà de reprendre les bons termes et de les transformer pour un niveau qui soit le niveau visé finalement, le niveau technique visé, vraiment ce sentiment de donner envie aux gens d'aller creuser. Et du coup, ça se passe en 2 étapes, parce que c'est la vulgarisation par le chercheur. Donc, donner envie aux développeurs de s'intéresser au sujet, et ensuite les développeurs qui doivent donner. Quand je dis développeur, je me permets d'englober toutes les facettes des métiers. Et du coup, donner envie aussi aux joueurs derrière d'aller creuser ces sujets de recherche. Et c'est vrai que donner envie, j'en ai discuté ça avec des membres de ton équipe, Julia, Elliot et Corentin, je crois, où en fait, nous, on a un vocabulaire qui est très complexe en recherche, mais parfois, en fait, c'est juste, on bloque juste sur le vocabulaire, parce qu'à un moment, on avait une équation qui était assez longue, parce que je regardais leurs références, ils disaient, ah, c'est compliqué, ça donne pas envie, et en fait, c'était juste derrière certaines lettres un peu particulières, se cachait juste une somme, une moyenne, mais écrite d'une façon un peu différente. Et c'est ça, en fait, c'est donner envie d'aller plus loin, au-delà du vocabulaire, d'aller creuser les sujets qui sont, en fait, finalement, moi, je pense, sont accessibles à tout le monde. Et oui, c'est vrai que t'as cette double, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un double exercice de vulgarisation dans l'exercice de
d'abord vulgariser la thèse auprès de l'équipe, puis en fait le travail qui va être produit par l'équipe qui va permettre de vulgariser ça à du grand public derrière. Et, Complètement, ouais. et du coup, est-ce que tout ce travail-là, est-ce que c'est dur à faire passer justement le truc auprès de l'équipe notamment et d'arriver à quelque chose où, comme Emilien le disait, que c'est plus le fond qui compte dans cette jam que la forme, et d'arriver en fait à avoir une forme en termes de gameplay qui passe quand même enfin, qui arrive à être intéressante tout en s'adaptant en fait à la thèse, quoi, tout en conservant cette forme, enfin tout en conservant du coup le fond de la thèse. Je pense que le fait pour la Scientific Game Jam, les scientifiques, on avait en gros 3 minutes le vendredi soir pour présenter nos sujets. Et c'est vrai qu'en 3 minutes, une fois qu'on a bien préparé ces 3 minutes, on a éliminé tout ce qui est superflu et donc on est revenu à l'idée centrale et un petit peu de contexte pour comprendre. Donc finalement, le jeu reprend beaucoup du contexte et un tout petit peu l'idée centrale, mais on a déjà éliminé beaucoup de choses du travail de recherche en soi. Donc on a pas mal simplifié ça et en tout cas pour réussir à intégrer ça dans un jeu, du coup on a quand même simplifié beaucoup de choses, mais on a retransmis l'idée principale. C'est vrai que après la vulgarisation, c'est à plusieurs niveaux. Moi, je me permets de rebondir quand j'avais fait ça vis-à-vis de il y a 2 ans là, quand j'avais participé en tant que chercheur. C'est vrai qu'en fait, ce qui est difficile, après c'est comme dans toute conférence, hein, c'est difficile de s'adapter à son public. Il faut vraiment savoir à qui on va s'adresser. D'ailleurs en intelligence artificielle, il y a tout un gros sujet sur l'explicabilité, c'est-à-dire comment fonctionnent les modèles. Mais au-delà de ça, c'est une question philosophique, c'est que on se rend compte qu'une explication n'a pas la même valeur en fonction de la personne qui l'écoute. Et la vulgarisation, c'est aussi ça, hein, c'est comprendre son public pour adapter son niveau. Mais après, c'est vrai que ce qui est, je trouve très sympa avec la Scientific Game Jam, c'est que des deux côtés, il y a une forte envie de se comprendre. D'un côté, les chercheurs qui ont souvent quand même une grande appétence pour venir partager ce qu'ils font, parce qu'enfin ils peuvent partager ce qu'ils font, et les développeurs qui ont grand plaisir, je pense, tu pourras peut-être le dire, mais à grand plaisir à découvrir ces sujets-là sous un prisme assez personnel, hein, parce qu'on parle de la personne à la personne pour qui la recherche, c'est son bébé, c'est sa vie, et voilà, on n'a pas plus concret. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est très intéressant, d'autant que moi j'aime bien aller voir un peu tous les doctorants, même si voilà, je sais que par exemple, notamment ta présentation me semble, là je le dis aujourd'hui, pour moi était la meilleure de l'année de les 2 ans. Je m'en rappelle, Merci. moult blagues et références dedans. Ah, le Elle m'a Vanhalen est marqué. resté. Voilà, donc elle est restée, mais ça m'a pas empêché d'aller quand même voir justement à côté parce que voilà, tous les sujets pour moi, je les trouve intéressants. Et voilà, et avoir cette voilà, déjà on a eu, comme le disait Julia, il y a eu un premier travail de réflexion pour réduire tout ça en 3 minutes. Et je serais curieux d'ailleurs de savoir combien de temps, toi, par exemple, ça t'a pris. Et peut-être que vous avez aussi les infos pour les autres. Je suis curieux de voir combien de temps ça vous a pris pour chacun, de voir, ouais, est-ce que c'était facile ou pas selon votre sujet de réduire déjà ça à 3 minutes. Et derrière, voilà, savoir précisément quelle idée, autant pour moi que si on fait le jeu ensemble, pour ensuite les joueurs, quelle est l'information, le savoir à transmettre en priorité absolue parmi tout ça. Si par exemple il devait ressortir avec un mot de vocabulaire qu'il connaissait pas, pour donner envie, comme tu disais tout à l'heure, voilà, c'est quoi que les doctorants mettraient en avant. Donc moi c'est super intéressant et ouais, donc je suis curieux de savoir, ouais, combien de temps ça t'a pris toi pour Moi je pense faire que déjà tes 3 minutes. j'ai bien passé 12 heures à faire les 3 minutes. Parce que j'avais besoin moi, quand je fais des slides, j'ai besoin d'avoir le discours en même temps. Et du coup, je fais les slides en même temps que le discours. Mais tant que le discours ne me convient pas, je refais les slides.
Je pense qu'au début, j'avais fait les 2 premières slides, ça m'avait déjà pris peut-être 4 ou 5 heures. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas à la moitié de tout ce que j'avais envie de raconter et j'étais déjà peut-être à 5 minutes. Donc, il fallait que je revoie complètement l'axe, ce que je voulais présenter. Donc, voilà, une fois que j'ai identifié les 2-3 points clés sur lesquels je voulais me concentrer, ça a été beaucoup plus simple de terminer. Mais effectivement, moi, j'avais 2 axes possibles pour présenter mon sujet. Là, et comme je sais pas le niveau de base, les connaissances de base des personnes sur l'intelligence artificielle, puisque finalement, on en entend beaucoup parler dans la presse, mais derrière, il y a beaucoup de concepts que moi, j'utilise au quotidien et qui sont pas du tout connus. Donc, j'avais du mal aussi à trouver quoi présenter sur ce sujet-là. Et puis à côté, pareil, l'imagerie satellite, c'est pas forcément quelque chose qui est très connu du grand public également. Donc finalement, j'avais envie de donner beaucoup de contexte pour que l'intérêt, le point précis de mes recherches soit clair, mais ça faisait beaucoup trop. Donc il y avait, cette étape d'élagage, elle a bien pris, je pense, 10 heures sur les 12. Et une fois que ça s'était fait, la fin était beaucoup plus rapide à faire. Ok. Je me permets, je vois le chat là, je Ouais. me permets une remarque sur la représentation de l'ingénieur différent. Ouais. On est là, on représente ça. J'étais sponsorisée, moi. Oui, oui. Mais où il y a par rapport tout à l'heure, ça a parlé il y avait eu aussi une remarque de Emilien qui disait que c'est aussi essayer de vulgariser un peu à tout âge, parce que ça c'est un peu une particularité aussi que on a sur la Scientific Game Jam à Toulouse, si je me trompe pas, ce qui est que le dimanche à la fin de la jam, les jeux ils sont exposés en fait au grand public. Et du coup, il y a 2 ans c'était au Quai des Savoirs et là cette année à la Cité de l'Espace, où donc il y a vraiment cette problématique de derrière tu vas avoir des gens vraiment bah, vraiment, enfin tu vas avoir des familles, des enfants, tu peux vraiment avoir n'importe qui derrière qui va arriver et qui va se retrouver confronté directement au jeu le dimanche. Et du coup, est-ce que c'est cette problématique, comment est-ce que vous la gérez de se dire ok, faut qu'on arrive à faire comprendre des sujets techniques, mais vraiment même à même à un enfant quoi. J'ai des photos, si jamais tu veux représenter, je peux te les envoyer sur Discord. Après, j'ai pas l'espace pour les afficher sur le layout. C'est au cas où. Mais oui. C'est vrai que là, d'un point de vue organisation, c'est-à-dire, c'est un peu spécifique à ce qu'on souhaite faire à Toulouse. C'est vrai que là-dessus, une fois de plus, je remercie le CNES et la Cité de l'Espace pour ce point-là, qui nous a permis de faire ça. Et puis à l'époque, c'était aussi à Quai des Savoirs. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors ça rajoute des contraintes de temps et pour aussi les équipes. Mais c'est vrai que d'avoir directement un retour sur ce qui a été fait, déjà, je trouve que c'est quand même très précieux. Et c'est là aussi ça, pour moi, l'esprit de la Scientific Game Jam, cet esprit de vulgarisation, c'est tout de suite pouvoir aller voir le public cible, hein, le public ciblé. Alors c'est vrai qu'après, une Scientific Game Jam, là, sur une Game Jam, on n'a pas le temps de vraiment cibler un public. On essaye déjà de faire le concept et d'avoir un jeu qui fonctionne au bout des 48 heures. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment dans cet esprit de venir au contact des joueurs, du public et d'essayer de voir si on a réussi à leur transmettre le sujet de recherche. Est-ce qu'on leur a donné envie d'en savoir plus? Est-ce que ça les a intéressés? Et ça, du coup, c'est vrai que ce côté retour du public immédiat, c'est intéressant parce que là, on voit tout de suite si on a réussi ou pas dans la thématique du jeu. Après, voilà, et je pense que là, sur ces 48 heures, on n'a pas forcément le temps de cibler, parce qu'effectivement, de cibler le public, hein, parce qu'il y a vulgariser pour des enfants, et il y a tout. J'en discutais justement avec un collègue hier, et c'est la question, est-ce qu'on va faire un jeu purement pédagogique
où on oublie un peu tout ce qui est gamification et surtout côté fun. Et là, on essaie vraiment juste de faire apprendre un truc. Est-ce qu'on fait un jeu pour mettre, par exemple, dans un musée qui va du coup essayer de détailler un peu ce qui est déjà vu dans le musée, ou est-ce on essaye de faire un vrai jeu vidéo qui fait passer des concepts scientifiques. Et donc ça, effectivement, déjà, on se situe sur ces 3 plans-là. C'est complètement différent dans le game design, dans le développement aussi, souvent où le jeu va être exposé. Mais ouais, en tout cas, Scientific Game Jam, on a quand même à cœur, là, sur Toulouse, de venir proposer cette partie interaction avec le public. Et j'espère que d'ailleurs, pour les participants, ça reste quand même plus un plaisir qu'une contrainte de temps. Plus qu'un plaisir qu'une contrainte de temps, c'est surtout que c'est pas que ça met la pression, mais c'est vrai que des fois, quand tu as un bug qui arrive au bout de la première personne et même plus d'utilisation que tu n'as jamais bien sûr découvert, hein, ça c'est Murphy, tout ça, tout ça. Voilà, c'est intéressant, on va dire. Voilà, c'est une expérience unique de voir ça. Mais non, généralement, ça se passe quand même plutôt bien, on s'arrange pour. Notamment, voilà, pour celle-ci, tu nous as bien dit à 15h, absolument, un truc qui marche, pitié. Là, Donc, j'étais dans Top Chef. voilà, exactement. Donc non, mais voilà, tant qu'on garde ça en tête, en soi, voilà, tant que les prios sont à jour et dans tous les cas, vous nous avez quand même pas mal rabâché. En vrai, voilà, on s'arrange pour qu'il y ait quelque chose qui tourne et que au moins le doctorant soit content, le doctorant ou la doctorante soit content d'avoir un projet qui correspond à ce qu'il essaie de mettre en avant avec ses recherches. Comme dit Visiotempus, c'est pas un bug, c'est une feature, bien sûr. C'est calculé. Voilà. Le Alt F4 automatique, c'est une feature. Mais du coup, par rapport à aussi, ça parlait de justement, Adrien, tu as parlé de de la question, est-ce que tu fais quelque chose juste enfin, est-ce que tu vas purement est-ce que tu focuses sur le ludique ou plus sur le côté pédagogique au détriment du ludique, enfin, de toutes les questions de gamification et tout. Et donc je pense que c'est pas mal une question pour Emilien qui a fait déjà deux fois la Scientific Game Jam en tant que participant, en tant côté plus dev, de comment est-ce que arriver à partir à partir de la thèse, d'arriver à retranscrire ça en un jeu du coup en mécanique de gameplay et d'arriver à quelque chose de fun idéalement. Alors ça alors autant la première Scientific Game Jam, on a eu l'idée assez rapidement. Donc on a fait un jeu où il y avait 2 cartes superposées, donc on faisait un petit peu la recherche météorologique, on va dire, l'étude donnée sur une hauteur géographique. Bon, je vais pas vous refaire le détail, mais en gros, voilà, on a fait quelque chose qui est venu assez rapidement. Autant pour la deuxième, on a vraiment beaucoup plus eu de mal parce que c'était moins applicable. Et même avec 3 game designers et toute l'équipe dessus, parce qu'en soi, autant les artistes que le sound designer ou autre, on va pas se mettre au boulot si on n'a pas l'idée de base au moins. Donc c'est vrai qu'on a eu, on a eu l'idée finalement que le samedi matin, genre vers 9h je crois, on s'est décidé 9h ou 10h, on a enfin eu une idée précise. Donc l'exercice est très particulier, un peu comme je disais tout à l'heure. Là où dans les autres game jam, on a rapidement quelque chose de jouable en tête. Là pour celle-ci, il faut vraiment garder toujours cette espèce de cap de on met en priorité la thèse, enfin les recherches. Et des fois, le côté fun, on part dans d'autres directions, on se dit tiens, une idée, c'est pas mal. Ah, et si on rajoutait ça, et si on rajoutait ça, mais en fait, on part pas du tout dans la bonne direction parce qu'on se rend compte qu'on perd petit à petit la thèse. Et à un moment donné, on avait effectivement perdu la thèse dans ce pourquoi on arrive, enfin, vers où on allait. On a réussi à la regreffer dans le projet par un petit tour de passe-passe, ça passait nickel. On s'est dit bon bah c'est miraculeux, voilà, merci. Mais effectivement, voilà, on a un peu perdu de vue l'objectif, hein, parce qu'on vérifiait tout ce qui était possible. Donc ouais, je pense que c'est beaucoup d'expérience. Ça a beaucoup joué sur l'expérience
Et le fait de gamifier et d'avoir plein d'idées, et de surtout pas hésiter à mettre tout à la poubelle pour repartir de zéro, ça je pense que c'est important de le fail fast, comme on en parlait l'année dernière en septembre, je ne sais plus quel intervenant, quand on a fait Oui, les talks. je crois bon, peut-être Brice de Michou Games. Ouais, c'est sans doute Brice, ouais. Donc voilà, c'est vrai que effectivement là on avait voilà, il faut l'expérience, faut avoir le retour de tout le monde, c'est super important que tout le monde discute à ce moment-là, dans l'équipe, parce que n'importe quelle idée qui ressort peut être le truc qui nous débloque. Ou le truc Donc qui ouais, vous enterre. ou le truc qui nous enterre, voilà. Donc là ça va, ça nous a débloqué un moment donné. On a réussi à trouver le petit truc à combiner un peu les idées de chacun, ouais. Ça se goupille bien généralement quand même, mais c'est vrai que ouais, il y a ce cap-là de, entre guillemets, «sacrifier le fun» pour toujours garder le cap vers le bon, vers la recherche, le message qu'on essaie de transmettre, c'est vraiment pas évident et Ouais, c'est une ligne c'est qui ça. est facilement dépassable. Voilà, parce que très vite tu peux, une fois en plus, c'est que si, généralement les doctorants ou doctorantes font très bien leur taf, donc ils simplifient, donc toi tu comprends le principe et après tu oublies de garder cet aspect de simplification dans ton jeu. Donc tu te retrouves à faire un jeu que toi tu comprends parce que tu as compris un peu les recherches, mais c'est plus du coup accessible pour d'autres personnes qui connaissent pas du tout le sujet. Donc il faut bien prévoir ton coup parce que potentiellement des fois tu te retrouves avec un sujet, tu fais: «Ah le jeu quand on le joue c'est parfait», les gens disent: «Ça représente quoi?» et tu fais: «Effectivement, on n'a pas détaillé, pas mis de texte, aucune intro, rien du tout», tu rentres dans le gameplay direct et c'est là où tu te rends compte que ouais, peut-être en fait, tu as représenté le sujet, OK, mais si tu es pas un petit peu au courant de ce qui se passe, bah, mine de rien, donc ça vaut le coup de voilà, de prendre le temps. Il faut toujours prendre le temps supplémentaire pour, faire un playtest. Tu prends un mec random dans la dans la gameplay, tu fais: «Tu viens tester le jeu? Tu comprends un peu ou?» Voilà, donc c'est intéressant en termes de game design pur et dur de voilà, comment tu t'orientes bien pour toujours garder le cap, là où il faut. Et également, donc depuis tout à l'heure sur le forum on en parle bah, de la vulgarisation, bah, justement via de vulgariser la thèse via le jeu. Et du coup, une question un peu ouverte, un peu, quelles sont les forces du jeu vidéo bah, comme comme outil de vulgarisation et de médiation scientifique? Je sais Alors pas qui veut se Adrien, lancer. si tu veux, je te laisse, sinon je peux commencer un bout de réponse. Ouais, moi j'avoue, là-dessus je vais être très biaisé, hein, parce que j'adore la Ouais. recherche, j'adore le jeu vidéo. Donc je veux dire que c'est un outil absolument exceptionnel. Bon, maintenant qu'on a posé ça, c'est un outil surtout qui est sous-exploité. C'est-à-dire qu'en fait finalement, c'est casse-gueule, hein, on va pas se mentir, hein, de faire de la vulgarisation. On voit que la scientifique Game Jam, et Emilien, tu as très bien dit, c'est que garder l'essence du sujet de recherche et faire passer ce sujet aux joueurs, ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles. Et garder cet équilibre, c'est complexe. Et c'est vrai que bah, très souvent, ce qui est fait dans les jeux qui essayent de faire passer des concepts, bah, en fait, on va faire des jeux éducatifs. La facilité, souvent, c'est le jeu éducatif. La plupart des choses qui sont proposées, parce que c'est souvent pour les enfants, c'est vraiment on va prendre un thème, on va prendre la petite sirène, je sais pas, ou la Reine des Neiges, n'importe quoi, et puis on va lui faire des multiplications. Voilà, ça c'est les jeux pédagogiques. Maintenant, les enfants, mine de rien, ils sont quand même suffisamment intelligents pour se rendre compte qu'on est en train de se ficher de leur poire. Donc, et ça, c'est vrai pour beaucoup de jeux, hein. Moi, je travaille, après, il y a même pour les adultes, hein, il y a le Serious Game. Moi, je travaille du coup avec le Serious Game Research Lab qui est à Albi. Et il y a toutes les recherches qui sont passées justement sur comment créer des serious games, mais dans le sens, eux, ils travaillent quand même beaucoup aussi sur les serious games professionnels, c'est-à-dire bah, typiquement se mettre en situation pour apprendre à souder des matériaux. Il y a un jeu qui s'appelle Clone, qui est le projet d'un docteur maintenant, je ne sais pas s'il a soutenu, mais en tout cas un projet de doctorant, où en fait ils ont travaillé avec l'hôpital d'Albi pendant 3 ans pour créer un jeu qui gère en fait toutes les problématiques de gestion d'un hôpital, donc soit les ressources, le personnel, les patients, etc. Et du coup, c'est vraiment un jeu, on va dire, c'est un serious game dans le sens où ils font passer des concepts qui sont il y a un cahier des charges des concepts à faire passer. Et finalement, la Scientific Game Jam, c'est un petit peu ça. Sauf que nous, on aimerait, en tout cas, moi, je
trouve que ce qui est intéressant avec la Scientific Game Jam, c'est que très souvent, les participants vont partir sur cette idée quand même qu'à la fin, ce soit fun. Et cet aspect fun, on le retrouve assez rarement dans les jeux, typiquement à but de vulgarisation. Hein. Souvent, soit on va partir sur du jeu pédagogique ou du serious game, ou sinon le concept est très souvent occulté. Un très bon exemple là-dessus qui est sorti très récemment, c'est Exographer, qui est le travail qui est un jeu vraiment un pur jeu vidéo. Le but c'est pas forcément de nous apprendre des trucs, mais qui est basé sur la recherche d'un chercheur au CNRS qui est dans les physiques des particules. Et donc là, on va pas utiliser les vrais termes en fait. On va pas. Eux, ils travaillent beaucoup sur ce qui est la dualité onde-corpuscule. Et en fait, ils vont jouer, c'est des énigmes à base de faisceaux lumineux, et en fonction de la particularité et surtout des filtres qui sont utilisés, on va avoir les propriétés corpusculaires ou les propriétés ondulaires. Mais ça, c'est expliqué avec vraiment une couche. Dans le jeu vidéo, ça fait sens. Dans le jeu, Exographer, ça fait sens. Et on n'a pas l'impression qu'on nous force à gober les concepts. Et à la fin, c'est au joueur, s'il est vraiment intéressé, et ben, il peut aller regarder effectivement comment tout ça se combine. Et derrière, comme ces concepts, ce sont des concepts qui sont réels, ils ont utilisé vraiment la physique pour le faire, en fait, il va pouvoir se raccrocher à ça. Il y a aussi beaucoup de jeux vidéo, finalement, là où le jeu vidéo, c'est un médium très très fort. Et c'est là où, du coup, la thèse aussi que dans ton équipe, Emilien, le pouvoir des récits est très fort, c'est qu'à l'inverse, il y a des jeux vidéo qui vont faire des choses qui vont, du coup, complètement à l'encontre de la science. Je veux dire, on peut prendre des jeux où on va affronter des dinosaures à l'époque préhistorique. Bon, bah voilà, derrière, le joueur, s'il va essayer de retrouver les concepts qu'il y a derrière, bah, il risque d'avoir beaucoup plus de mal de retrouver le combat Steve contre Tyrannosaure. Donc, et ça, c'est des choses qui, dans l'inconscient, se font travailler. Et effectivement, en fait, rien que d'utiliser les vrais outils, la vraie physique, les vraies équations derrière, quand on pense à créer le jeu, je pense que déjà, ça permet aussi aux personnes qui s'intéressent de venir faire leurs recherches, et ces recherches auront un vrai résultat, parce que ce sont des choses qui sont concrètes. Voilà, je pense que j'ai abordé pas mal de sujets. Je sais pas si vraiment tout le monde a pu suivre. Mais voilà, en tout cas, c'est un outil qui est sous-exploité, et on mérite vraiment de l'utiliser plus, parce que ça touche quand même aujourd'hui énormément de monde. C'est plus comme il y a 20 ans, et c'est une petite partie de la population, enfin plutôt 30 ans, c'est une petite partie de la population pouvait y jouer. Et on peut vraiment faire passer des super concepts parce qu'on a les outils pour le faire. Je vais me permettre de rajouter en plus que parce que je m'intéresse un peu à la mémoire et tout, comment ça fonctionne, les mentaux, les tables de rappel. Je sais pas si ça vous parle, les trois autres, mais peut-être dans le chat, il y en a qui connaissent. Mais c'est vrai que le principe de ne serait-ce que apprendre des trucs via les jeux vidéo, que ce soit parce qu'on a joué à Assassin's Creed et qu'on connaît mieux Paris, ou même l'Italie, ou des concepts historiques comme ça, que ce soit parce qu'on a joué à... Enfin, il y a plein d'exemples de jeux qui nous apprennent des trucs indirectement, et après on ressort genre des thèmes de métallurgie parce qu'on a joué un truc de forge ou que sais-je. Mine de rien, on apprend des concepts sans vraiment les apprendre, comme tu disais. Et je trouve ça super intéressant parce que, en fait, le truc derrière, c'est qu'en termes de mémoire, on retient bien mieux une information qu'on va associer avec quelque chose d'autre. Par exemple, un jeu, par exemple, un level up, par exemple, je sais pas, il y a plein d'exemples. Mais si on a une image plutôt que juste du texte, déjà notre cerveau il va bien mieux le retenir. Et c'est trop dommage, comme tu le dis, qu'on n'ait pas des médias, enfin, en tout cas pour les jeux vidéo, qu'on n'ait pas des exemples plus prenants de voilà, on prend un sujet et on le gamifie pour en faire un vrai jeu, mais on apprend genre quelque chose pour de vrai, quoi. C'est-à-dire on l'applique quasiment au maximum pour voir jusqu'à quel point on pourrait apprendre des sujets par rapport à ça. Si on détaille suffisamment, mais en glissant discrètement des petites infos, mine de rien, voilà comment ça se passe un tanneur, bah maintenant parce que j'ai joué à tel jeu de survie, bah je vois à peu près comment ça fonctionne. Voilà, je pense qu'il y a plein de concepts comme ça qui sont pratiques pour même juste en termes de purement mémoriel, juste de mémoire, se rappeler des choses via des jeux vidéo, ça nous donne une image, ça nous donne un support bien plus agréable que un livre, un résumé qu'on a demandé à ChatGPT. Voilà, même si on a des moyens d'apprendre facilement, ça n'empêche pas que potentiellement de le voir en 3D, de le placer dans une map, ça nous donne quelque chose de facilement mémorisable. Et
Et ouais, c'est un sujet que déjà moi j'aimerais bien creuser à l'avenir, enfin que je creuse déjà un petit peu. Et j'aimerais bien voir voilà, plein d'autres cas. Donc à l'occasion, tu m'en parleras, Adrien, tu présenteras aux gens là. Ça m'intéresse. Là, est-ce que tu as des choses à rajouter Moi, ça me fait penser plutôt à l'aspect, à ce que ça peut apporter pour le scientifique aussi, parce que c'est vrai qu'avoir ne serait-ce qu'une petite animation, un truc visuel, un truc graphique qui traduit les recherches, au-delà de permettre, de demander aux scientifiques de mettre sous forme de mots, d'exprimer ses idées simplement, en plus, avoir cette visualisation, ça pourrait énormément aider à faire passer des idées, et pas seulement au grand public, hein, même d'un scientifique à celui dans la pièce d'à côté, des fois, pour peu qu'ils travaillent pas sur le même sujet, ils ont du mal à faire passer leurs idées. Et effectivement, avoir un jeu vidéo, un petit truc visuel, graphique, ce côté-là, c'est hyper important, je trouve, aussi du côté de la science. Et c'est vrai que la recherche dans ce que vous produisez en temps normal, c'est énormément enfin, c'est énormément, on va dire, soit du texte, soit voilà, des gros, Oui, c'est des articles, c'est ça. des gros articles et Ouais. ouais, faut rentrer dedans, Et même lire les en schémas sont pas détail, toujours clairs. voilà. Ou éventuellement t'as quelques graphiques au milieu. Mm. Mais oui, oui, c'est vrai que parfois, certains concepts sont difficiles à visualiser sur papier et en statique, mais en fait, une petite mise en situation 3D ou avec un petit jeu, un petit truc, ça pourrait aider à la compréhension des sujets. Aussi, peut-être plus pour Emilien, mais j'ai l'impression, enfin, au fond, le game design à son cœur, bah, c'est aussi un truc où, bah, en fait, c'est un outil qui est déjà là, en fait, d'apprentissage pour en fait, qui apprend des choses aux joueurs, qui va apprendre des mécaniques de jeu. Ou après, moi, je pense, là, en plus, moi, je sors d'une prod de jeux de puzzle minimaliste où, bah, du coup, c'est tout le truc, bah, tout le long du jeu, d'apprendre les mécaniques et la logique du jeu aux joueurs, et que, bah, en fait, un peu le truc, bah, quel que soit le jeu que tu prends, en gros, bah, ton jeu, en fait, il va apprendre, en fait, il va apprendre les mécaniques aux joueurs pour que le joueur puisse bah, maîtriser un peu le fonctionnement du jeu, enfin, les concepts du jeu, et donc, j'ai l'impression que bah, le jeu vidéo, enfin, du coup, ça s'adapte très bien à la vulgarisation dans ce sens-là. Tout à fait, c'est vrai que bah, n'importe quel jeu de base, enfin, on considère que en tant qu'œuvre, le jeu vidéo, il faut qu'il s'adapte à tout public, ou au moins aux nouveaux joueurs, parce que c'est vrai que tu vas pas mettre un jeu où il y a aucun tuto, ce serait aberrant. Ou alors tu te coupes d'un nombre important de joueurs instantanément si tu dis bon c'est bon ils connaissent, on en a déjà fait 4 ou 5 des jeux, pas de tuto, ce serait stupide. Aucun jeu ne coupe au tutoriel. La forme dont il le présente est de plus en plus recherchée. Voilà, c'est un vrai truc de savoir comment faire un bon tutoriel qui est diégétique, on utilise les vrais termes. Voilà, donc effectivement, Quel professionnel. incroyable. Donc voilà, il faut effectivement réussir à faire un tuto qui soit intéressant. Donc de base, le jeu vidéo, on sait que le tuto c'est quelque chose de très important. Donc on a déjà des gens, des game designers qui bossent à comment enseigner mieux un truc, entre guillemets les touches, les concepts du jeu, etc., aux joueurs. Donc il y a déjà quelque chose qui est fait dans ce sens-là. Maintenant, plutôt que d'enseigner des touches, d'enseigner des contrôles ou des logiques de mécanique, si par-dessus on greffe quoi que ce soit d'autre, par exemple, effectivement des savoirs plus techniques, plus scientifiques, etc., c'est tout trouver que oui, on a moyen de le faire. Enfin, ça va dans le même sens. Après, c'est comment le faire qui va être très important. Bon, je prends un cas. Là, évidemment, j'ai pas d'exemple. Si vous en avez un, n'hésitez pas à le dire. Un jeu qui vous permet d'apprendre quelque chose. Genre, si là, je vous demande, est-ce que vous avez un jeu qui vous a vraiment appris quelque chose un peu, ou qui vous a rendu curieux sur un sujet en particulier, un peu technique, on va dire. Est-ce que vous en aurez un qui vient en tête? Moi, je trouve que Assassin's Creed, ça reste quand même un bon exemple, surtout le premier. Je trouve que le premier, il a vraiment. Alors,
je pense qu'il a vraiment donné l'intérêt pour une période de l'histoire à énormément de joueurs. Et aujourd'hui, on va dire, enfin, je pense qu'à l'époque, quand le premier est sorti, c'était une révolution et tout le monde parlait de cette période-là, alors qu'en soi, s'il serait pas sorti, tout le monde s'en fiche. Enfin, Oui. quand je dis tout le monde, c'est voilà, en tout cas les ados qui jouaient, je pense que voilà, ça les intéressait pas plus que ça. Et ça, c'est un bon exemple parce que voilà, l'histoire, ça reste aussi, c'est aussi de la science. Là, les scientifiques Game Jam, il y a des historiens qui passent. Et voilà, ça et c'est une fois de plus, c'est le contexte du jeu. C'est la finalité, c'est pas de t'apprendre l'histoire, mais le contexte qui est basé sur un vrai contexte. Derrière, c'est quand tu vas sur Wikipédia, tu retrouves ce que tu as vu dans ton jeu. Et c'est ça qui est la vraie force, je trouve, d'Assassin's Creed sur le premier. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a des débats comme quoi c'est plus aussi véridique. Du coup, ils sont donnés plus de liberté, mais le premier, ils avaient fait très attention à ça. Et voilà, retrouver l'histoire de ton personnage, alors effectivement, sur Wikipédia, moi j'avais trouvé ça assez incroyable déjà pour l'époque. Avec Kingdom Come Deliverance, qui il me semble font extrêmement attention à ça. Ils ont sorti le deuxième il n'y a pas longtemps, où voilà, ils ont fait des recherches pour savoir comment ça se passait en temps médiéval, etc. Et mine de rien, oui, vu qu'en plus là, il n'y a même pas vraiment une question de tuto, en plus, c'est littéralement l'univers dans lequel tu évolues. Donc juste, tu regardes, tu constates et tu vis dedans. C'est comme ça qu'on apprend dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Donc on peut pas faire plus équivalent. Et Je rebondis effectivement, Kerbal Space Program, Oui. excellent exemple. Et alors pour le coup, en plus je sais pas comment ils ont fait pour rendre ça fun, mais parce que t'enlèves la thématique petit bonhomme que t'envoies se perdre dans l'espace, parce que moi je peux te dire que Kirby Lou il est jamais revenu. Globalement, c'est ultra complexe Kerbal, mais qu'est-ce que c'est fun. Très bon exemple. Ouais. Mais c'est surtout, je pense qu'il y a aussi une notion de, on y revient un petit peu, mais de fail fast. Dans le sens où t'apprends vite parce que tu fais des tests et tu t'amuses à tout faire péter parce que tu t'en fiches en fait. Donc du coup, tu fais des fusées qui sont au pif, puis tu vois bien qu'en tournant un truc, qu'en mettant telle partie ou en enlevant une autre ou machin, tu vois bien comment ça se pète la gueule. Et donc effectivement, t'as quand même, le but, je trouve qu'il est bien, on évolue rapidement. Et donc, mine de rien, t'apprends. Alors, je sais pas à quel point il détaille en termes physiques et toutes les parties des différentes fusées que tu utilises, enfin, toutes les différentes parties des fusées que tu utilises. Mais déjà de base, effectivement, il y a le contexte que ils ont quand même bien travaillé toute la forme, effectivement, pour faire en sorte que ce soit marrant, mais en même temps assez accessible, etc. Enfin, c'est vrai que c'est un bon exemple. Merci Visio Tempus, pardon, pour cet exemple. Produit scientifique exceptionnel. Pas reconnaître les noms. Ok, voilà, ça c'est intéressant. Par exemple, Biowell qui détaille effectivement que ouais, même si la partie scientifique elle est optionnelle, ce qui je pense est très très important. Je sais pas si c'est très important, faudrait voir, mais le fait que ce soit pas obligatoire entre guillemets d'apprendre tout par cœur, ça n'empêche pas que tu risques de l'apprendre à force en fait. Donc si maintenant il y a des gens qui récitent les Pokémon par cœur, c'est con, mais ça reste ça reste des connaissances apprises. Et si derrière en plus tu t'en sers pour faire des tables de rappel, je fais référence à mon stream, ça peut servir comme vraie technique de mémorisation pour retenir des suites de chiffres à l'infini parce que tu connais tes Pokémon par cœur et ensuite en termes de mémoire ça peut être très utile. Donc le savoir qu'on apprend via les jeux, je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire. Alors des fois c'est pas orienté forcément pour, mais quand ça l'est, quand c'est vraiment bien utilisé, ouais, je pense que Kerbal c'est un bon exemple. Oui, on peut apprendre des trucs sans enlever le fun. Plus de mémoire, c'est un jeu qui est plutôt populaire, je crois, au sein du CNES de mémoire. Kerbal. Mais sinon, Adrien, tu as parlé de Ubisoft avec Assassin's Creed. Et alors c'est vrai qu'il y a pas mal de studios comme ça qui, sur des productions, se posent les questions d'intégrer justement le travail de chercheurs au sein des jeux, que ce soit sur des jeux historiques comme certains Assassin's Creed, ou après bon, selon les opus, enfin selon les opus dans la licence, c'est plus ou moins variable, enfin en termes de liberté qu'ils prennent historiquement, ou de Kingdom comme Deliverance ou bien d'autres, mais également sur le côté
plus, on va dire, sciences dures avec de la physique, des maths, quoi. De mémoire, je crois Ubisoft, ils ont par exemple, si je me trompe pas, je crois que c'est David Loapre de Sciences Étonnantes qui fait de la vulgarisation et Oui, qui est, je crois, directeur scientifique, si je me trompe pas, chez Ubisoft. Et où ouais, du coup ils exactement, ont à la un forge. poste au sein de la, en fait, ils ont eu quelqu'un au sein du studio qui est justement là pour apporter un peu en fait pour apporter un point de vue plus scientifique et de faire le lien bah, avec la science, donc je pose par exemple sur des questions de physique, pour des questions, enfin ça peut être pour des questions plus ou moins variées, après bien sûr ça à adapter à chaque projet. Et je sais pas si vous avez euh, si enfin et du coup c'est une question qu'on peut retrouver comme ça dans certains jeux et certaines productions bah, intégrer là on va dire intégrer le travail des chercheurs dans les jeux quoi. Ouais, bah, c'est vrai que après voilà, c'est toujours difficile parce qu'il faut garder ce sentiment de fun. Je veux dire, moi, je sais pas si l'exemple est forcément bienvenu, mais voilà, en soi, on est obligé aussi de passer parfois outre certains aspects. Je veux dire, dans les jeux, le double saut, voilà, je pense que je ne risque, enfin, de choquer personne en disant que c'est pas possible. Maintenant, voilà, c'est pas forcément, c'est un élément qui est nécessaire dans énormément de jeux vidéo pour pouvoir le rendre cet aspect fun. Maintenant, la question, c'est comment on gère cette fine barrière entre ce qu'on essaye de faire passer et le joueur qui reste à jouer, hein, parce que c'est ça la vraie difficulté, c'est que la personne continue à jouer, soit intéressée par ce quoi elle joue et qu'elle soit suffisamment intéressée pour derrière s'immerger dans les concepts. Ah non, après voilà, il faut aussi cette volonté. Au début, c'est cette volonté effectivement. Là, c'est un très bon exemple avec David Loeb de la science étonnante. C'est que il faut la volonté au départ de faire passer un concept. Si tu pars dans n'importe quoi et que tu vérifies pas tes sources, c'est perdu. Et c'est vrai que le jeu vidéo jouit de cette interactivité avec finalement la personne qui le consomme, ce qui fait que c'est un outil très puissant pour faire passer les concepts. Euh, voilà, le cinéma, on fait passer beaucoup de concepts scientifiques. Enfin, je veux dire, c'est un documentaire, on apprend beaucoup de choses, mais on est un peu plus passif. Là où le jeu vidéo, on est actif dans cet apprentissage. C'est ça qui est très intéressant dans ce média. Et voilà, c'est pour ça que essayer de faire passer les concepts qui sont réels dans le jeu vidéo, c'est très pertinent. Mais c'est aussi pour ça que c'est aussi difficile parce que cet aspect fun, il est il est souvent synonyme dans beaucoup de choses qui ont évolué pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui, notamment par exemple, je reviens sur le platformer qui sont en contradiction avec la physique. Du coup, là on arrive sur la fin de cette interview. Je sais pas si vous avez peut-être des points, ou s'il y a des points selon vous qu'on n'a pas traités, n'hésitez pas. Ou s'il y a des questions rapidement dans le chat aussi. Mais du J'avais coup, vu les petites questions du ouais, coup de Peroldon qui tout à l'heure n'ont pas été répondues. oui. Est-ce que vous, chercheurs, passez par des exemples pour vulgariser? Du coup, Julia, si tu veux, pour ta préparation. Ce que je suis passée par des exemples, à la Scientific Game Jam, effectivement, mes 3 minutes de présentation, c'était plus théorique sur la méthodologie et le contexte. Et par contre, quand les personnes, quand l'équipe me posait des questions sur est-ce que j'avais une idée de concept, des choses comme ça, je leur ai présenté des use cases concrets sur lesquels je travaille. En l'occurrence, détecter des objets marins sur des images de l'océan. Bon, là, c'était tout de suite très concret. Effectivement, donc, moi, ça s'y prête pas mal parce que finalement, mes travaux, je peux les appliquer à plein de choses et prendre des exemples concrets. Mais je pense que c'est pas forcément facile sur tous les sujets. Certains peuvent être plus théoriques que d'autres. Et
Et du coup, je rappelle donc il y avait la Scientific Game Jam que vous avez tous les trois fait, enfin deux en participant et Adrien qui du coup était organisateur à Toulouse. Et sur cette Scientific Game Jam, si je me trompe pas, il y a eu 5 jeux qui ont été produits du coup. Exactement. Ces jeux sont disponibles en ligne. Donc, j'avais mis le lien tout à l'heure dans le chat si vous voulez les tester. Bon, j'ai pas de lien direct pour les Pour ceux de Toulouse. ouais pour ceux de Toulouse, mais il y a Non, tous les jeux effectivement, de il la faut faire la Scientific Game recherche. Jam et dans les trucs de recherche, vous avez les filtres à gauche pour vous pouvez filtrer du coup en fonction de la ville. Et Moi, j'ai quand même une question pour ouais. Julia là-dessus. Est-ce que tu estimes que ta recherche a bien été retranscrite dans le jeu Ouais, qui a été sorti? Il y a quoi? ouais, franchement, j'étais impressionnée parce que le concept technique, il est très très bien ressorti et d'une façon que j'avais pas du tout imaginé à la base. Effectivement, bon, on a été obligé de tourner un petit peu le concept pour que ce soit visuel parce que bah, représenter l'intérieur d'une IA, c'est pas simple. Et ils ont finalement réussi à montrer ça de très très bien. Donc ouais, le concept est totalement retranscrit, le concept scientifique. Une petite question de AIOL qui dit pas de difficulté sur la confidentialité des informations sur les specs des moyens techniques par exemple. Pourquoi sur l'IA sur le satellite? Non, pas de mon côté parce que finalement en recherche, quand on veut publier, on est un peu obligé de travailler avec des données publiques de toute façon. Et puis ouais, effectivement, il y a des chercheurs, des doctorants qui travaillent sur des sujets très très privés dans des entreprises. Et oui, là, je pense que ils auraient plus de mal à partager des détails sur leurs travaux. Mais je pense qu'il y a toujours des notions techniques, des méthodes, des contextes, le domaine d'application, pourquoi tout simplement ils font leur recherche. Je pense que ça peut toujours se retranscrire sans divulguer aucune info confidentielle. Alors concernant bah oui, donc pour les builds, pardon, j'aurais déjà répondu, mais je Ouais. réponds encore pour le chat, pour ceux qui lisent pas forcément le chat et qui ont juste un audio. Si vous voulez tester les jeux, alors, je suis pas sûr pour lesquels. Je sais que pour le nôtre, on a au moins mis un build de WebGL, qui est d'ailleurs à jour et bug free, presque. Pas 100%, voilà. Normalement, ça devrait passer. Mais effectivement, voilà, pour les autres jeux, je ne me prononce pas. Je sais pas si vous avez fait un build WebGL ou pas, ou si c'est peut-être prévu. Après, c'est vrai qu'il y en a peut-être encore qui bossent un petit peu sur le jeu pour le sortir dès qu'ils ont un peu de temps. Un petit mot de l'organisateur, je vous encourage à mettre un build WebGL sur vos pages Itch.io pour les équipes qui nous regardent. Cela facilitera les essais à bon nombre de personnes. Il y en a déjà pas mal qui l'ont. J'ai regardé un peu tout à l'heure de notre session à Toulouse. Et Mars Garden fonctionne en ligne si vous pouvez tester. Bon, le nôtre, ça viendra. Du coup, merci vous trois pour cette interview. Si je peux me permettre un petit mot de la fin quand même là-dessus en tant que organisateur, tout ça, parce que c'est vrai que la Scientific Game Jam qui a quand même un but de vulgarisation, et là-dessus c'est vrai qu'en tant que chercheur, j'estime qu'aujourd'hui plus que jamais on a quand même un devoir de venir présenter nos travaux à la société, parce que finalement le but de la recherche, surtout de la recherche publique, c'est une recherche qui doit être indépendante et surtout c'est fait pour la société, et ça c'est des choses auxquelles on a beaucoup de mal en tant que chercheur. La vulgarisation, c'est vraiment un aspect qui est à part dans la recherche. On n'est pas formé pour faire ça. Parfois, on n'a pas forcément envie de le faire, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important. Quand on voit tout ce qui se passe et que même ceux qui vulgarisent, ça fait des décennies qu'ils alertent sur certaines choses qui rien ne bouge. C'est vraiment avec ce pouvoir. Nous, on a ce pouvoir-là parce qu'on est dedans. Le jeu vidéo avec ses Scientific Game Jam, je pense que c'est un vecteur extrêmement puissant parce aujourd'hui, il touche tout le monde et il touche aussi beaucoup ceux qui ne s'intéressent pas forcément à ces sujets-là. Et c'est pour ça que j'encourage si les chercheurs nous regardent à vulgariser au maximum, à partager leurs recherches, et aux développeurs d'aller au contact des laboratoires pour développer ces sujets de jeux vidéo qui mettent en avant la science, la recherche,
Et peut-être que comme ça, on arrivera peut-être un peu plus facilement à faire passer nos messages. C'est un beau message pour finir, quoi. Mais du coup, encore une fois, merci à vous trois et voilà. Et la Scientific Game Jam, c'est chaque année, chaque printemps, si je me trompe pas, et t'encourager également, je suppose, à participer à la Scientific Game Jam l'an prochain. Et on va, du coup, c'est la fin de cette interview. Et pour le stream, il va y avoir une autre interview dans 5 à 10 minutes, autour de 8h10 pour le début, avec qui sera animé du coup par Pew, avec qui sera une interview de Serge Lage, avec pour revenir sur le développement et la sortie de Edge Island, qui est sorti récemment. Donc à tout de suite pour cette autre interview. Merci beaucoup à toi, Axel, et Merci. merci au chat. Ciao. Merci. Bonne soirée, merci. Bonne soirée à vous.